Bonjour à tous. Ce samedi, l'Institut français de civilisation musulmane, IFCM, organise un colloque à la Grande Mosquée de Lyon sur le thème Quelles identités, quel dialogue pour l'islam de France. Pour nous parler de l'islam et du droit, nous recevons aujourd'hui Gilles Devers, avocat lyonnais, spécialiste du droit et de l'islam. Bonjour Gilles Devers. Bonjour. Vous avez beaucoup travaillé sur la question du droit et de l'islam, comme je l'ai dit. Vous avez co-signé Le droit et l'islam en France, chez Dalloz, avec Chemedine Hafiz. Alors que le droit aujourd'hui peut être instrumentalisé par certains contre l'islam, mais aussi que cette religion interroge notre droit, la question centrale est celle de la laïcité. On entend plusieurs conceptions dans le débat national de la laïcité, mais quelle est la conception légale de la laïcité ? Ben, votre approche est bonne parce qu'effectivement, il y a une conception juridique, légale, vu que c'est la loi de 1905, qui n'est pas du tout une loi d'interdiction, à peine d'ailleurs une loi de séparation en réalité, vu que c'est une loi de garantie. L'article 1 dit la République garantit, garantit la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte. Donc la loi est là pour permettre et protéger cette liberté si fragile, vu qu'elle renvoie à la conscience de la personne. En l'espèce, c'est juste ça la laïcité. La laïcité, ça c'est la liberté de religion. Ensuite, la spécificité française, quand on regarde bien l'histoire, la réalité, cette logique de séparation, on la trouve exclusivement tranchée pour les fonctionnaires à qui il est demandé de n'avoir absolument aucun signe extérieur qui puisse laisser un doute sur leur liberté de conscience, c'est-à-dire sur leur religion. Mais pour tout le reste, on passe son temps à voir l'immixtion du public, du privé. Le meilleur exemple, c'est évidemment les bâtiments de culte, qui sont tous des bâtiments publics, sauf exception, mis à disposition gratuitement des associations catholiques, où est la séparation quand le culte catholique a essentiellement un patrimoine public à la charge des communes et de l'État. La laïcité n'étant pas un produit d'exportation, c'est purement français. En France, cette notion de laïcité, comment elle s'articule avec le côté sphère privée et sphère publique? Jusqu'où peut aller le privé dans le public et où les deux s'arrêtent finalement? Alors, cette histoire de sphère privée, de sphère publique, on l'entend tout le temps, mais juridiquement, je dois dire qu'elle n'a aucun contenu. Vu que la liberté de religion s'apprécie comme une liberté de conscience qui va de pair avec la liberté de pensée ou d'opinion. Donc, il faut lier les trois pour comprendre. Et évidemment que la liberté d'opinion, de pensée et de conscience n'existe que si je peux l'extérioriser. Autrement, on va me faire la démonstration que le prisonnier politique est libre de penser dans sa cellule, donc je respecte sa liberté de penser. Donc ce sont des libertés intimes, mais qui ne sont protégées que si on si on garantit leur extériorisation. Et la limite n'est pas sur le contenu de la pensée, le contenu de cet apport théorique, c'est sur l'impact vis-à-vis des tiers et l'ordre public. Donc c'est liberté de l'intime, avec une limite qui est le trouble à l'ordre public. Pour le reste, fichez la paix aux religions. Hier soir, dans l'émission de France Télévisions, de France 2, Marine Le Pen était invitée et elle a remis sur la table le débat sur les signes ostentatoires dans le domaine public. Là, vous parliez de ça justement. En quoi ça pose problème? Est-ce que c'est un problème religion ou finalement c'est instrumentalisé pour viser l'islam? Je ne sais pas, elle fait sa campagne comme elle le veut, mais en tout cas, on est quand même dans des sociétés de droit. En droit interne, la liberté de religion est assez bien protégée. En droit international... La question, c'est le foulard, là, pour dire. Oui, c'est sûr. Mais on a quand même tout un régime de protection. Et si vous parlez religion, au bout d'un moment, vous pouvez dire « voilà mon opinion ». Elle donne son opinion, ou voilà ce que juridiquement on peut faire. Et juridiquement, il est tout à fait clair que dans l'espace public, il ne peut y avoir de limitation aux tenues extérieures, que ce soit d'ailleurs les rites ou les vêtements ou toute autre chose, que s'il y a un trouble à l'ordre public. Donc c'était par exemple la question quand il y avait niqab quand on fait une opération à la banque. C'est tout à fait logique avant d'entrer dans une banque qu'on puisse vous identifier. Voilà, donc là il y a un trouble à l'ordre public. Même des mesures qui sont prises dans des gares où là on pourrait peut-être envisager des règles d'état d'urgence. Voilà, des règles peut-être particulières, mais pour le reste c'est la liberté tant que vous ne gênez pas autrui. Donc un foulard, a priori, ne gêne pas autrui. Il n'y a absolument aucun fondement juridique à cette proposition de Mme Le Pen. Et est-ce que c'est ce genre de proposition, alors c'est difficile de le dire a priori, mais pourrait être toqué par les juridictions comme Conseil constitutionnel ou Conseil d'État? Mais Conseil constitutionnel, Conseil d'État, mais tribunal administratif, tribunal de grande instance, tout le monde connaît parfaitement la règle. Les libertés existent, voilà, donc ça ne me plaît pas, mais dites-le que ça ne vous plaît pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi, il y a eu une perversion dans le débat français. Quelque chose ne me plaît pas.
et je suis un élu. Je dis ce quelque chose ne me plaît pas. En plus, vous êtes majoritaire, vous avez des moyens, donc faites des colloques, publiez des livres, faites des articles, faites des plateaux, faites tout ce que vous voulez. Mais ensuite, c'est autre chose que de dire je vais prononcer l'interdit législatif. Et ça, c'est bien différent. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait d'accord de dire que telle ou telle chose ne me plaît pas, et j'explique pourquoi, en respectant que c'est la liberté de religion. Mais tout le débat est entièrement possible. Et puis, autre chose qui est de dire je fais un interdit légal. Voilà, donc la loi, nous rentrons dans un processus de légalisation des comportements. C'est-à-dire que la base, c'est la liberté sauf si gêne autrui. Et maintenant, on est en train de nous faire rentrer avec ce type de disposition sur « il faut être comme cela ». Voilà. Alors, on se dit, bah, c'est bien fait, c'est pour les musulmans, vu qu'il y a un racisme anti-musulman qui est bien connu. Mais comme je vous disais, les libertés de pensée, de conscience et d'opinion vont de pair. Attaquer sur ce plan, c'est le reste qui tombera. Donc, ça attache, ça justifie une vigilance toute particulière pour défendre cette liberté. Je vous remercie Gilles Debert. On continue dans quelques instants sur YouTube, sur la chaîne de Lyon Capital et de TLM, mais on dit au revoir aux téléspectateurs de TLM et on se dit à demain pour une nouvelle émission. On est toujours ensemble. On parlait justement de ces trois notions qu'il faut articuler. En quoi l'islam, vous avez écrit Islam et le droit, interroge-t-elle finalement notre droit et pourquoi avoir écrit sur ce sujet finalement? Est-ce que ça interroge notre droit? Est-ce que cette religion qui est apparue dans le débat public il y a depuis 30 ans, on va dire, en quoi elle interroge notre droit? La religion est inévitablement liée au droit. C'est une pratique qui, si ce n'est que personnel et à la maison, on n'en parle pas. Mais elle est publique, il y a une obligation de garantie, donc l'État doit faire un certain nombre de choses, et en même temps, il faut préserver la paix sociale, donc il y a un certain nombre de limites. Voilà. Donc la liberté de religion se lie naturellement avec le droit, c'est quelque chose qui est absolument logique. Et notre démarche, en publiant ce livre chez Dalloz, c'était de dire, mais quel est le problème réel? C'est-à-dire, est-ce que pour l'islam en France, il y a un problème avec le droit français et le droit européen? Bon, notre livre est fait par deux avocats, un qui défendait la Grande Mosquée de Paris, l'autre la Grande Mosquée de Lyon, qui plaident dans nombre d'affaires. Nous avons fait relire tous les aspects religieux par les grands imams de la Mosquée de Paris. La conclusion est qu'il y a une compatibilité totale entre la pratique sereine de la foi musulmane et l'état du droit tel qu'il est. Les musulmans ne demandent aucune évolution de la loi, ils demandent en quelque sorte qu'on leur applique la même loi à tous, au lieu de faire des pratiques ou des lois discriminatoires. Qu'est-ce qui pose problème alors? C'est le débat public, c'est les intentions qu'on y met dans ce débat? Alors, il me semble que les données ne sont pas tellement juridiques, elles sont plus sociologiques. C'est-à-dire que la France a vécu l'idée de la religion comme un long recul qui était illustré par un certain affaiblissement de l'Église catholique. Voilà, donc là, on va dire la construction un peu mythique de la laïcité, parce et c'est fait avec le pouvoir temporel qui éliminait, qui faisait reculer petit à petit. Voilà. Et ensuite, on voit réapparaître une religion vaillante, voilà, très partagée, et ce retour du religion pose problème, voilà, parce qu'on n'a pas vraiment la réponse. Et par ailleurs, cette religion, c'est une religion qui a des traditions en France, mais assez faibles, en tout cas beaucoup plus faibles que le culte catholique ou protestant ou juif, et donc ça amène une certaine diversité, une certaine remise en cause. Voilà, alors rajouter derrière le bon vieux fond de racisme, vu que je ne suis pas de première jeunesse, donc j'ai quand même quelques petits souvenirs. À l'époque, c'était les ratons, c'était les melons, donc c'était le racisme anti-arabe. Et avec l'islam, c'est devenu super, parce que vous n'êtes plus obligé d'être racisme anti-arabe, ce qui est quand même vraiment pas très... Vous êtes tout à fait amis des Arabes, des Pakistanais, tout ça, c'est génial, mais seulement ils ont une religion, ils sont pas comme nous, il faut bien que tu comprennes, voilà. Donc en fait, on a vu un espèce de fondu enchaîné et qui amène à une décontraction totale, illustrée par Madame Badinter en disant qu'il est normal d'être anti-musulman. Voilà, c'est... La gauche y participe donc aussi à ça. Mais la gauche est en tête. La gauche est en tête, bien entendu. Ça démarre avec SOS Racisme qui accepte l'étranger à partir du moment où on en fait un petit comme les autres. Voilà, c'est-à-dire le bon arabe, c'est celui, attends, je vais faire quelque chose, touche pas à mon pote, je vais le mettre comme nous. Voilà. Et la liberté, c'est de reconnaître la personne telle qu'elle est.
Voilà, telle qu'elle est, avec sa différence. Et ensuite, je n'ai pas à rentrer dans ce qu'il a dans sa tête, du moment que dans la vie de tous les jours, on trouve les moyens de la coexistence, le cas échéant, en faisant un petit effort. Voilà. Mais cette diversité de reconnaître l'autre tel qu'il est, qu'il pense comme il est, renvoie à une véritable difficulté de la gauche, en France, je souligne, et qui est liée, il faut le dire ce qu'il y a, à la culture colonialiste. Hein, c'est bien entendu. Au-delà de l'islam, est-ce que vous, dans votre pratique du droit, vous avez vu le domaine religieux revenir dans l'espace juridique, qu'il soit islam, qu'il soit aussi chrétien Alors, il revient par quelques phénomènes publics, un peu montés en épingle, je dirais. Moi, je vois un certain nombre de procès qu'on peut avoir en cours, où c'est une association qui est une école, et puis ça y est, on dit, alors non, c'est pas une école, c'est devenu une mosquée, donc on vous prépare des procès là-dessus. Donc, on a ce genre de choses au travail. Bon. Mais, donc, c'est encore une fois une réaction sociale, voire sociologique. Mais au point de vue, je ne peux pas accréditer l'idée que dans le raisonnement juridique, on verrait un net renforcement de la place de la religion. La religion peut prendre sa place, mais c'est pas raisonnable. Est-ce que vous avez des affaires qui concernent la religion? C'est plutôt ça ma question finalement. Ah oui, ça, il y a des affaires qui... Est-ce qu'elles sont en augmentation ou pas? C'était ça. Alors, oui, mais mon cabinet n'est peut-être pas très significatif parce qu'on traite beaucoup de ces affaires de religion, spécialement pour l'islam, mais pas uniquement. C'est vrai que des personnes qui, auparavant, vivaient dans l'idée on ne se fait pas remarquer et tant pis, on le prend sur nous, maintenant disent non, on a des droits, on essaye de les faire reconnaître. Voilà. Donc, l'idée d'aller devant le juge et de dire en fonction de telle considération, je demande un certain nombre, que soit reconnu un certain nombre de choses, sous réserve, etc. Lesquelles? Eh bien, je ne sais pas, on peut donner au travail, l'interdiction des signes religieux au travail est quand même relativement précisée. Donc, dans la fonction publique, c'est une chose, mais quand ce n'est pas la fonction publique, il faut qu'il y ait une gêne particulière pour l'entreprise. Une interdiction de principe, comme dans Babylou, ne va pas. Voilà, donc je peux pouvoir revendiquer ça. On a pu voir sur des questions de fin de vie, où donc les religions finalement sont assez proches, hein, c'est-à-dire que quand c'est l'heure, c'est l'heure. Voilà. Mais malgré tout, ça amène des attachements qui sont intéressants parce qu'ils doivent être pris en compte. C'est-à-dire qu'une personne au seuil de la mort vous dit il me reste quelque chose, c'est ça. Voilà. Et il faut qu'on puisse l'entendre. Et donc, éventuellement, on fait des procédures qui sont liées aux droits des patients, qui sont liées à la fin de vie, mais en disant il y a une dimension religieuse qui est à prendre en compte. Très bien, merci Gilles Devers. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à Alice qui était à la technique aujourd'hui, et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.